Écoutez, salut à tous, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour, bonsoir, selon l'endroit où vous vous trouvez. Encore soyez les bienvenus dans nos sessions un petit peu qui sont un petit peu portes ouvertes un petit peu pour tout le monde. Aujourd'hui, on va essayer, j'ai vraiment envie qu'on essaie de brosser pas mal de sujets. Ça va être un petit peu plus ou moins moyennement long. J'ai prévu 1 à 2 heures parce que vu le temps qui m'est vraiment imparti, j'aimerais vraiment qu'on essaie de brosser un petit peu les choses le plus rapidement possible. Encore désolé de la manière dont je parle. C'est vrai que je parle très rapidement. Si je ne parlais pas très rapidement, je crois que les séances d'1 heure allaient peut-être faire 5 ou 6 heures. Mais sentez-vous libre de poser souvent des questions qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a abordé aujourd'hui. Donc, j'ai scindé un petit peu cette session en 3 parties. Donc, on va déjà commencer premièrement par le money management. On va prendre quelques minutes très rapidement pour expliquer ce que c'est que le money management et surtout vous présenter la manière dont moi je me positionne en money management. Et ensuite, on verra la plateforme qui nous intéresse, MEX, qui va nous servir éventuellement de prendre des positions à 80-90% sur les ETF. Et j'espère que vous avez eu le temps de suivre la vidéo passée. Ceux qui n'ont pas eu le temps de le suivre, allez-y sur la partie replay de notre Discord. Vous allez voir cette vidéo qui parle des ETF et je vais essayer pendant un laps de temps expliquer pourquoi les ETF et s'il y a des questions éventuellement, vous pourrez éventuellement y poser. Et je suis sûr que Martial a déjà fait des pistes de réflexion. Il pourra éventuellement nous dire ce qu'il en pense parce que au préalable, il n'avait pas compris ce que c'est que les ETF après moult recherches. Il a pu condenser quelque chose qu'il est en train de préparer, mais je crois qu'il pourrait éventuellement nous donner un point de vue avant que ce document ne soit à l'ordre du jour. Et on va vraiment essayer de terminer par les algos, vraiment par les algos, parce qu'il y a une mise à jour entre-temps, si vous êtes rendu compte, on est passé sur une version 2 qui est plutôt, en termes de statistiques, plutôt très intéressant, parce que sachez qu'on est toujours obligé de faire des mises à jour, et la version qu'on va essayer de vous proposer là maintenant tout de suite est plutôt assez intéressante. Voilà pourquoi je vais essayer de faire cette vidéo, même si elle dure 2 heures. Vous comprenez bien que je serai obligé de la séquencer, vous allez faire des coupures. Voilà pourquoi je veux vraiment essayer de parler et puis d'essayer de travailler. Après, donc, on va joindre l'algo et les ETF. On a commencé déjà à envoyer quelques signaux. On va prendre juste, pour terminer, on va prendre juste un exemple parce que quand on fait du trading, il faut avoir des plans, il faut avoir des stratégies, il faut les tester. D'accord? Donc, on a eu à tester des positions sur spot et on a eu à tester des positions sur perpétuel, c'est-à-dire sur futur avec effet de levier, avec des effets de levier de x5. Okay? Donc, pour terminer, ça serait vraiment la partie. Donc, vous voyez que c'est comme assez dense comme programme. Donc, sans plus tarder, on va essayer de rentrer très rapidement dans le vif du sujet. Mais sentez-vous à l'aise de prendre note. Et si vous avez des questions, ne levez pas les mains parce que je n'ai pas de retour. Essayez de parler, puis je pourrai éventuellement couper. Et puis, si Martial me dit qu'il y a des mains levées, si les gens oublient, pourquoi pas. Bon, pour entrer, je vais rapidement parler fondamentalement. Fondamentalement, on sait déjà ce qui se passe. Vous avez sûrement déjà entendu parler du PEP, P-E-P-E, et puis du Floki, qui sont en train de faire couler pas mal d'encre, qui ont rendu pas mal de gens multimillionnaires, pour ne pas dire multimilliardaires. Mais pour ceux qui sont là depuis 2020, bah, ça vous rappelle quoi? Ça vous rappelle exactement cette phase où on avait ces fameux MEMS, ces fameux tokens qui ne sont pas vraiment utilitaires, qui flambaient avant que tout le marché cryptographique ne se mette à exploser. Donc moi, personnellement, c'est ce que moi j'appelle des indicateurs avancés. On le voit, et comme par hasard, ça va se positionner, ça se place, on peut dire 1 an avant le halving, pour ne pas dire 15 ou 16 ou 18 mois avant ce fameux bull run qui arrive. Donc, le cycle se répète. Et c'est comme ça que les choses se répètent. On a toujours des gens qui initient certains mouvements. Pourquoi le peuple explose? J'ai regardé cette crypto-monnaie, elle ne vaut rien du tout. Et j'ai essayé de traquer où c'est parti, parce que malheureusement, le plus dur, c'est de se dire comment on se positionne par rapport à ça. Est-ce qu'on pouvait avoir les informations bien avant? Non, c'est impossible. C'est impossible, à moins que vous faites partie éventuellement de ce petit sect des whales qui vont initier ce mouvement. Donc, j'ai fait un travail, et ça serait peut-être cadeau pour vous. J'ai répertorié une dizaine ou une vingtaine de portefeuilles de WITS qui ont initié ce mouvement, qui étaient vraiment à l'origine de ce mouvement. Dans la finance classique, on va appeler cela délit d'initié. Ce n'est pas normal. Mais dans les crypto-monnaies, tous les coups sont permis. Donc, j'ai répertorié, une fois de plus, comme je comprends, la blockchain, c'est quelque chose de magique, c'est quelque chose
d'important, j'ai pu comprendre comment ils ont initié ce mouvement. Et pour ceux qui sont sur Telegram, je vous ai balancé une crypto-monnaie THEN qui vient à peine de sortir, qui a été initiée, qui a commencé par être achetée par 2 de ces whales. Donc, vous voyez que c'est très important de comprendre, vu que nous, on n'a pas la capacité de suivre, on n'a pas la capacité d'initier ce mouvement, mais la capacité que nous avons grâce à la blockchain, éventuellement, c'est de pouvoir arriver déjà à identifier ces whales, leur portefeuille, parce que les portefeuilles, ils sont publics, et à partir de là, on peut rentrer au sein de leur portefeuille, voir exactement les quantités de crypto-monnaies qu'ils sont en train d'acheter, quel est leur prix de revient, et lorsque j'ai, après avoir vu ce qui s'est passé, j'ai balancé dans mon algo, et il y a 2 de ces portefeuilles, j'ai une alerte, on me dit, tiens, ils sont maintenant en train de s'intéresser sur une crypto-monnaie qui s'appelle THEN, d'accord, T-E-H-N, T-H-E-N. Ceux qui sont sur Discord, si vous l'avez pris, tant mieux. Si vous ne l'avez pas pris, donc, vous voyez, c'est comme ça qu'on peut éventuellement essayer de suivre. Parce qu'une fois de plus, ça va peut-être intéresser ceux qui vont le suivre. La blockchain est tellement transparente que vous savez qui sont qui sont les gros portefeuilles. Donc, vous avez la capacité de savoir que si quelqu'un aujourd'hui vous dit qu'il a tant de crypto-monnaies, il a tant de machins, dites-lui, montre-moi ton portefeuille public. Parce que le portefeuille public, tout le monde peut avoir y accès. On a le portefeuille de CZ, on a le portefeuille de Vitalik, on a le portefeuille de MicroStratégie, on a le portefeuille de Junsun, qui est le propriétaire de la crypto-monnaie Tron. Ce sont des portefeuilles publics et on peut les suivre. Et eux, quand on voit que ce sont des whales, on sait que ce sont ces whales. Mais après, derrière, ils ont des stratégies où ils peuvent éventuellement diviser. Donc, ça, c'est autre chose. Mais l'avantage, c'est ça, ils sont obligés de montrer un truc qui est public. Donc, si quelqu'un vient vers vous et qui vous dit qu'il a la capacité de faire quelque chose, dites-lui, mais présente-nous uniquement ton portefeuille public. Donne-moi juste ton adresse, je veux voir ce qu'il en est dans la blockchain. C'est ouvert, c'est transparent, vu que je ne peux pas accéder à ton argent. D'accord? Donc, ça, c'est très important et c'est là que ça donne un petit peu une force de frappe pour tout le monde. OK? Ça, c'est vraiment une parenthèse juste pour vous dire que ce qui s'est passé en 2020, c'est exactement ce qui est en train de se répéter exactement maintenant en 2023. Et on sait ce qui a suivi. Après 2020, 2021, on est passé de 4, 5, 6 000 de Bitcoin pour atteindre 60 000. Et aujourd'hui, on fait exactement la même chose. Parce que ces précurseurs, donc tous ceux qui vont générer de l'argent au sein de ces produits mêmes, ils vont générer beaucoup d'argent. Et on commence déjà à percevoir au sein de ces portefeuilles qu'ils commencent à dispatcher leurs bénéfices sur des vrais projets. C'est-à-dire, ils prennent des projets où ils vont spéculer et ils gagnent des millions, des milliards. Ils prennent une partie de ces bénéfices, ils commencent à les réallouer à de vrais projets où ils vont les acheter plus bas. Comprenez un petit peu le mécanisme et c'est là où c'est plutôt très intéressant. OK? Donc, ça, c'est vraiment une parenthèse très rapidement en passant. Donc, je vais passer pour les notes. S'il y a des gens qui veulent poser des questions sur dessus, on va essayer de revenir. Donc, je suis obligé d'aller un petit peu très vite pour qu'on essaye de parler de pas mal de choses très rapidement. Bon, OK. Donc, je vais rentrer très rapidement sur le money management. OK? Comme le nom l'indique, c'est un nom anglophone. Money management, ça veut tout simplement dire savoir gérer ses capitaux. D'accord? Pour un bon père de famille, nous, on sait, le money management, ce n'est pas uniquement dans les crypto-monnaies. On sait bien que quand on est un bon père de famille, hein, si on reçoit 1 000, 2 000 euros, ben là, je vais parler pour nous qui utilisons les euros, mais ça va être pour vous qui êtes aux États-Unis, qui utilisez les dollars, pour ceux qui sont en Afrique centrale, les CFA, peu importe où vous êtes, vous avez un budget, d'accord? Chaque fin du mois, vous avez un salaire qui tombe. Il faudrait que vous soyez capable de manager ce salaire. Entre le loyer, entre vos crédits, entre la nourriture, entre le plaisir de fumer, de boire, de sortir, à un moment donné, votre capacité de réussir, ça serait votre capacité soit de pouvoir investir ou soit de pouvoir épargner. Okay? Donc là, je ne vais pas mettre ces deux visions entre l'investissement et l'épargne côte à côte, mais c'est juste pour vous dire qu'on fait déjà du money management inconsciemment. On le fait inconsciemment sans savoir qu'on manage quelque chose. On est obligé de manager nos capitaux. Maintenant, dans le trading, c'est la base. Et quand je parle de ça, je ne parle pas parce que j'ai appris, je parle en connaissance de cause parce que ça fait quand même un bon bout de temps, un très bon bout de temps que je suis dans le milieu du trading. Et j'ai remarqué qu'il y a 2 éléments qui sont vraiment plus, comment dirais-je, importants et à ne pas négliger, c'est le money management. Ces éléments sont le money management et la psychologie.
D'accord? Donc, aujourd'hui, on va uniquement s'attarder au money management. Après, comprenez qu'il y a pas mal d'autres choses qui jouent en règle. Le timing, la stratégie, tout ce que vous voulez dire. Mais les deux, c'est la base. C'est vraiment la base. C'est juste pour vous dire, quand vous voyez des gens qui créent des bots, les bots sont basés sur quoi? Certes, ils sont basés sur une stratégie, mais ils sont basés sur un money management. Parce qu'on sait qu'en règle générale, on n'a que 3 possibilités en trading. Première possibilité haussière, une situation, une tendance haussière. Deuxième possibilité, une tendance baissière. Et la troisième, une tendance en range. Donc maintenant, pour ceux qui veulent supprimer cette tendance en range, ils vont s'intéresser sur la tendance haussière ou baissière, ce qui fait qu'en termes de ratio, vous avez 2 chances sur 3 d'avoir tort. Et après, il y a d'autres éléments qui rentrent en jeu éventuellement, d'où j'ai pas vraiment de rentrer dans les détails, mais qui vont faire partie comment dirais-je, du money management, qui est uniquement le ratio des trades que vous prenez. OK? Et après, il y a les effets de levier, tout ça. Ben, je vais essayer de synthétiser pour que vous ayez à comprendre pourquoi tout cela va être utile, pourquoi tout cela va faire partie du money management. Et à la fin, vraiment à la fin, vous allez voir comment on pourra éventuellement les utiliser sur les algos. Et pour ceux qui ont suivi un petit peu sur Telegram et sur Discord, qui suivent un petit peu quand je prends une position par rapport à un temps bien donné et que j'atteigne certaines positions, pourquoi je sécurise un certain nombre de bénéfices et je fais rentrer mon stop loss, tout ça fait partie de mon money management. Donc, la première des règles que vous devez arriver à comprendre et à retenir en money management, c'est que la première des règles, c'est de ne pas perdre de capital. Ça, c'est primordial. En tant que trader, même pas en tant que trader, en tant qu'investisseur, la première des règles, c'est que vous devez faire en sorte que votre capital, vous ne le perdiez pas. Voilà pourquoi cette phrase de dire qu'il faut investir que ce que nous sommes prêts à perdre, je dis un petit peu coussi coussa. C'est une phrase qu'on entend en longueur de temps, mais c'est une phrase qui n'est pas correcte. Ceux qui peuvent se le permettre, ça veut dire que ceux qui ont les capitaux pour le faire. Mais si vous avez un capital qui ne peut pas, si vous le perdez, chamboule tout dans votre quotidien, comprenez bien qu'il va falloir que vous réfléchissiez pour que vous puissiez maximiser plus de gains que des pertes. Cette phrase est plutôt dans le sens pour ceux qui ont plein de capitaux et après ils essaient d'investir sur 5, 6, 7, 8 projets. Il suffit qu'il y ait 20 ou 30 ou 40 projets qui sortent de l'eau, ils sont gagnants. Mais cela n'est pas permis à tout le monde. Et moi, je m'adresse vraiment à ceux-là. D'accord? Je m'adresse pas à ceux qui ont les capitaux qui peuvent se permettre de perdre ce capital. Je sais qu'il y a des gens, le capital qu'ils ont, ils ne peuvent pas se le permettre. Une fois, oui, mais la deuxième fois, on peut revenir sur le marché. Nous, on a perdu les capitaux sur pas mal de business. On peut se le permettre. Il y a d'autres, non. C'est la cata. Ils pleurent pour X raisons. On le sait. Maintenant, le plus dur, c'est de se dire comment on peut arriver à faire en sorte que le capital qui nous est cher, éventuellement, qu'on puisse l'investir avec le moins de risques. C'est dur, mais il y a des possibilités. Donc, je ne vais pas vraiment rentrer dans l'aspect vraiment pour vous comprendre un petit peu ce dont je suis en train de vouloir parler. Donc, la première des règles, en tant que trader, c'est de faire en sorte que ce capital, vous ne le perdiez pas. C'est même pas débattre. Donc, si ce capital, vous ne devez pas le perdre, il va falloir que vous fassiez attention à vos effets de levier. Si vous êtes sur les produits perpétuels avec effet de levier, que ce soit sur CFD ou sur Futur, il va falloir en sorte que vous fassiez en sorte que lorsque vous prenez une marge, la marge consiste éventuellement à prendre cette petite taille de position qui va vous permettre d'initier ce mouvement et faire en sorte que par rapport à cette taille de position que vous allez faire, si le prix monte à un certain niveau, que ce soit 5, 10, 15, 20%, savoir comment vous le managez. Est-ce que vous prenez 5 ou 10% de ces bénéfices en ce moment ou est-ce que vous dites, ben, tiens, je ne prends pas ces 5 ou 10% de mes bénéfices, j'ai mis mon TP1 là, hein, d'accord, et je me dis, ben, tiens, je risque tout et au moins je remets, au lieu de prendre les bénéfices, je ramène mon stop loss à zéro, c'est-à-dire ce qu'on appelle à break-even. Donc, quoi qu'il arrive, mon capital est sécurisé. Parce que comprenez que lorsque les prix peuvent monter, lorsque vous initiez un mouvement, vous n'êtes pas sûr à 100% que le prix va aller à la hausse. Non. Souvent, ce que les prix font, vous mettez vos TP. Si vous n'êtes pas un très bon trader, vous allez mettre des TP qui ne seront pas atteignables tout de suite. Le prix augmente, vous êtes occupé, vous n'êtes pas derrière vos écrans, vous n'avez pas mis vos alertes. Il peut y avoir des situations qui font en sorte que vous mettez votre TP parce que vous touchez TP et puis basta. Mais sauf que les prix, en règle générale, 70% ou 80% des cas, ils flirtent avec notre TP et ils redescendent. Et lorsque vous allez ouvrir vos graphiques, vous voyez le prix, vous dites, ah punaise, je n'ai pas été exécuté à un certain pourcentage et après, j'ai chuté.
et le prix a touché mon stop loss et je perds. Pourtant, c'était une position qui était gagnante à la base. C'est là qu'on parle de money management. Donc, quand vous faites quelque chose, intéressez-vous-y. Même si vous êtes occupé, mettez des alertes. Avant de vous positionner, mettez vos objectifs. Et moi, ce que je fais en règle générale, pour ceux qui me suivent, c'est TP. Je n'aime jamais mettre, si on va parler de nos algos qui vont nous montrer un TP, je vais essayer de voir si j'ai le temps de le présenter. Je crois qu'on avait une séance hier avec Martial dans ce sens. J'essaie de rééquilibrer et je ne mets pas pile poil au TP qui va nous indiquer parce qu'il y a de fortes chances que le prix n'aille pas là-bas avant de descendre. Donc, je vais sécuriser et je sais que si je vais à 10-20%, en règle générale, mes tailles de position varient entre 25 et 500 $. Ça dépendra, entre 25 et 500 $. D'accord? Et en ce moment, j'essaie de me positionner parce qu'il faudrait que vous compreniez que le trading, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. D'accord? Ce n'est pas un sprint où il faut courir le plus rapidement possible. Non. Vous imaginez si vous avez un marathon de 10 000 km, pour ceux qui suivent un petit peu les marathons, vous avez dû vous rendre compte qu'en règle générale, ce sont peut-être les 2000 ou les 1000 derniers kilomètres où les gens accélèrent. D'accord? Donc, ce sont souvent les 2000, excusez-moi, je vais juste laisser passer. Donc, ce sont souvent les 1000 ou les 2000 derniers kilomètres où les gens accélèrent. En général, les gens commencent doucement. D'accord? Et celui qui commence très vite, bah, s'il ne sait pas tenir sur le temps, il est épuisé. Et ceux qui commencent doucement, 5 000, 6 000, 7 000, 8 000, arriver à 8 500 km, c'est-à-dire 1000 à 1500 km avant la ligne d'arrivée, il commence à accélérer. C'est exactement cela le trading. Allez-y étape par étape. Crescendo, ne soyez pas pressé. Économisez. Faites grossir votre capital. Une fois que vous avez des bénéfices, prenez ces bénéfices maintenant pour aller risquer plus. Si vous risquez plus, bingo, tant mieux. Mais si vous perdez, ce n'est pas grave. Vous avez pu sécuriser un rythme assez cohérent. Et je le parle, c'est simple parce que vivre du trading, c'est ça, vivre du trading. C'est de se dire, je gère, je fais quelque chose qui va me permettre éventuellement de dégager 2 000, 3 000, 4 000 qui vont me permettre de subvenir à mes besoins. Et le surplus, je le risque. Si j'ai raison, tant mieux, ça fait un plus. Mais si j'ai tort, ça ne va pas empiéter ma qualité de vivre. Et un cap matin, si vous perdez de l'argent, vous savez comment vous allez repartir. Donc, vous comprenez que c'est très important que vous devez en comprendre. Et voilà pourquoi très peu de gens, je dis bien, très peu de gens se disent traders, mais très peu en vivent. Très peu en vivent, ils font du gambling. Très, très, très peu en vivent. OK? Donc, ne soyez pas pressés. Donc, voilà pourquoi on a choisi des instruments. Et l'ETF, c'est un instrument plutôt assez intéressant. Parce que moi, depuis un certain temps, je suis maintenant sur 60 à 70% de mes capitaux en investissement, pas en trading, en investissement, et une partie en trading. Donc, ça veut dire que j'ai 30% de capital en trading, mais dans les 30% de capital en trading, j'ai à peu près 60% de ces capitaux qui sont sur des ETF. Et le reste sur du futur. Pourquoi? Parce que j'ai envie de me faire stresser. J'ai envie de choper le stress. Je n'ai plus 20 ans. Avec l'âge, avec tout ce qui se passe, vous savez ce qui se passe, je n'ai pas envie de rentrer dans le détail, plus vous prenez de l'âge, plus les enfants grandissent, ben, dépression, vous essayez de les éviter le moins. Faire du trading à 20 ans, ce n'est pas la même manière de faire du trading à 30 ans, ce n'est pas la même manière de faire du trading à 40 ans, et je ne parle même pas de 50 ou 60 ans. Donc, moi, l'idée, c'est que quand j'aurai 45, 50, 60 ans, je ne veux plus faire du trading, je veux que ce soit automatisé. Voilà pourquoi maintenant, là, mon étape aujourd'hui, c'est de l'automatiser. Donc, vous comprenez qu'il faut gérer tout cela. OK? Donc, voilà ce que je devais dire sur le money management. Je vais donner exactement quelques exemples, mais vous comprenez un petit peu, money management, ce n'est pas quelque chose de figé, c'est après à chacun de voir comment il va se positionner par rapport à son tempérament. D'accord? Et moi, je retiens que 2 règles dans ce money management. Donc, la première, c'est de faire en sorte de ne jamais perdre votre capital. Et la deuxième, qui est très simple, de ne jamais oublier la première. Il n'y a pas d'autres règles. Il n'y a que ces 2 règles en money management. Après, c'est à vous maintenant de savoir comment vous faites votre sauce. OK? On peut avoir un plat, après, chacun met ce qu'il veut dans son plat, mais le plat, au résultat, il reste exactement le même plat, mais avec des ingrédients un petit peu disparates et différents. Voilà ce que je dis. Et la psychologie, ça, c'est vraiment autre chose qui vient en ennemi. Et la psychologie, honnêtement, ce n'est qu'avec le temps que vous pouvez acquérir une psychologie intéressante. Voilà pourquoi le trading m'a apporté énormément de choses. Dans la psychologie, dans la capacité d'analyser, dans la patience. Ça, c'est encore une autre partie. Sans ces 2 éléments, money management et psychologie, vous allez gagner aujourd'hui, demain, vous allez perdre et vous n'allez pas en vivre. C'est impossible. C'est vraiment impossible. Okay? Donc, aujourd'hui, on s'arrête sur money management et on verra qu'éventuellement,
la psychologique par la suite. Avant que je passe sur l'aspect où je veux présenter la plateforme, est-ce qu'il y a des questions ou bien éventuellement des commentaires par rapport à cela? 5, 6, 7 minutes très rapidement. OK, super. Donc, je crois qu'il n'y a pas de commentaires ni de questions. Je vais passer à l'étape où on va parler de la plateforme. Le temps juste que je regarde. OK, après, je vais passer dans l'autre sens. OK, c'est qui déjà? Bien. On va y aller. Donc, on va présenter la plateforme MEX très rapidement hein, pour que vous puissiez éventuellement pouvoir prendre les signaux, que ce soit sur Spot. Et après, on va essayer d'aller s'il vous plaît, essayez de ne pas écrire. Y a-t-il des calculatrices de position? Oui, exactement, il y a des calculatrices de position et je vais essayer de le présenter tout de suite sur la plateforme X parce qu'honnêtement, je ne sais pas, je vais découvrir quelques trucs sur la plateforme X parce que moi, je n'utilise pas ces calculatrices parce que je sais maintenant comment le faire. Mais pour ceux qui utilisent, par exemple, TradingView, il y a un outil plutôt très intéressant de money management en TradingView, sur TradingView. OK? Donc, ceci dit, j'espère que, bonne question Fabrice, je vais essayer de voir si on pourra le retrouver ensemble tout de suite. On va essayer de voir. Donc, je partage mon écran très rapidement. Tout le monde voit mon écran, c'est bon. Oui. OK, great. Parfait. OK, super. Donc, ouais, c'est comme ça. Moi, je pourrais, là, je peux peut-être mieux vous parler comment dirais-je, de l'application, parce que je sais que tout le monde utilise l'application, que le web, déjà, tout ce qui est web, moi, je ne l'utilise pratiquement pas. Donc, je m'apprête à partager sur l'application, parce que l'application, c'est plus pratique. Hein. On est dehors, on est au restaurant, on est au cinéma avec notre compagne, nos enfants, on est au stade de foot avec nos enfants, un signal arrive, on peut le placer très rapidement. Voilà pourquoi je vais présenter l'application que le web. D'accord? Donc, déjà, comme vous pouvez le voir, déjà, juste en dessous, j'avais déjà fait une petite vidéo, une mise à jour rapidement de la vidéo de la fois dernière. J'espère que vous avez vraiment eu le temps de me suivre. Donc, vous avez en bas, Home, Market, Trade, Future et Wallet. Donc, j'espère que vous avez vraiment eu le temps de suivre cette petite vidéo que j'avais envoyée dans Discord pour éviter de nous ramener dessus. Maintenant, chose qui est vraiment intéressante sur MEX que j'ai découvert à très longtemps, vous pouvez avoir des multitudes de comptes afin de vous exercer ou afin éventuellement d'élaborer des stratégies. Là, par exemple, vous êtes sur un de mes comptes principal, mais on va switcher tout de suite sur un compte que j'ai créé pour uniquement présenter ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc là, vous allez voir que là, c'est un UID que j'ai, hein, d'accord? Et je vais juste descendre en dessous et vous voyez là où c'est écrit « Switch account ». Ça, c'est très pratique parce que toutes les autres plateformes, comme Binance, par exemple, ils proposaient des sous-comptes, mais qui étaient compliqués à avoir. Mais sur MEX, c'est très facile d'avoir des sous-comptes. Pour X raisons, parce qu'on a envie de tester les stratégies, on a envie de faire pas mal de choses, mais c'est important d'avoir toujours un sous-compte. Donc, quand vous cliquez sur Switch compte, voilà le compte principal qui est là avec MA, et voilà le compte où j'ai mis des capitaux pour que je vous présente ce dont je vais vous présenter tout de suite. D'accord? Il suffit que je clique. Oui. Oui. Tu dis que le sous-compte, tu l'as créé à partir d'où? Non, mais tu viens juste ici. Quand tu vas arriver sur Switch compte ici, là, d'accord? Quand tu cliques sur Switch compte, regarde ici, il y a plus. En haut, il y a plus. À droite, il y a plus. Ouais, voilà. Voilà, merci. Ouais, c'est très bien de poser les questions. J'allais l'appeler sans comprendre. Vous cliquez sur plus. Lorsque vous allez cliquer sur plus, voilà, on vous dit de rajouter un nouveau compte. Voilà, donc je peux créer un troisième compte. Bon, là, vous ne pouvez pas le voir parce que vu que ce sont les éléments que je vais rentrer, voilà pourquoi c'est noir chez vous. Je suppose que vous ne le voyez pas. OK? C'est ça? C'est bien ça? Vous ne le voyez pas, je crois. C'est bon, c'est bon. Voilà. Donc, c'est la partie plus. Hein? Tout en haut à droite, c'est là où vous cliquez plus et vous rajoutez. Maintenant, une fois que vous rajoutez, ça vient de se mettre là. Donc, on va basculer tout de suite sur le compte que j'ai voulu expérimenter pour éventuellement occasionner cela. Donc, on vient sur le compte KO. Quand je vais cliquer dessus, automatiquement, je suis logué de compte. Je repars en arrière. Donc, je suis bien sur le compte KO. Et sur ce compte, j'ai à peu près $150 que j'ai fait pour moi exprès d'envoyer ces $150. Et lorsque je vais arriver sur Wallet, vous voyez que sur mon spot, j'ai mes $150 qui sont là, hein, sur la partie Overview. Donc, Overview vous présente tous les capitaux que vous avez sur spot, sur futur, sur fiat et sur margin. Là, on a trois éléments qui nous intéressent en ligne de mire, c'est spot, c'est futur pour ceux qui utilisent futur, et c'est fiat pour ceux qui achètent des crypto-monnaies via leur carte bancaire. Margin, on ne va pas en parler tout de suite parce que vous n'êtes pas encore à ce niveau. Voilà
trois portefeuilles que nous allons plutôt avoir, donc spot, futur et fiat. Lorsque vous achetez une crypto-monnaie sur MEX, cette crypto-monnaie se retrouve sur la partie fiat. Ça ne vient pas sur spot. Donc, si vous achetez avec la carte bancaire et que vous allez sur spot et qu'il y a zéro, ne vous étonnez pas parce que les capitaux sont sur fiat. Donc, c'est à vous de cliquer sur transfert pour les envoyer dans le portefeuille que vous allez utiliser. OK? Mais par contre, si vous choisissez d'envoyer des crypto-monnaies directement sur MEX, ils vont arriver sur spot. D'accord? Comme les USDT là, ils arrivent sur spot. Donc, si je donne l'adresse à quelqu'un qui va m'envoyer des USDT, tout de suite, ils vont arriver sur spot. Et c'est la partie qui va nous intéresser parce que c'est dans cette partie qu'on va utiliser des ETF. OK? C'est dans cette partie parce que les ETF ne sont pas sur futur, bien que les ETF soient des produits à effet de levier. Donc, j'espère que vous avez vraiment eu le temps de suivre la vidéo passée. Et s'il y a des questions, on pourra éventuellement revenir dessus. Et je vais laisser à un moment donné, je vais laisser Martial, avant que je passe à autre chose, nous expliquer rapidement cette différence de la future et puis spot, parce que pourquoi il a eu à faire ses recherches, bien qu'il soit à la GEM depuis maintenant pratiquement 3 ans, et il y a que récemment, bien que je parlais depuis des mois, il n'y a que récemment qu'il a compris ce fameux produit ETF, et il va peut-être nous donner son point de vue et dire si c'est viable ou pas. D'accord? Parce que pas que tout vient de moi, parce que les gens me disent, j'entends ça, oui, mais tu connais même pas. Et puis chacun fait des recherches, donc j'espère que Martial, je suis sûr, excuse-moi, je te prends à dépourvu, ben, tu sais comment je suis mon frère. OK? Donc, lorsqu'on arrive sur Spot ici, la plupart des signaux que je vais envoyer sur Spot, là, ça serait la dernière partie parce que ça, c'est plutôt intéressant. On va le voir. L'avantage de MEX, c'est qu'on peut dire que 65 à 70% des crypto-monnaies ont leur ETF. C'est ça qui est intéressant, ont leur ETF. OK? Donc, lorsque j'envoie un signal, ce que je vais faire, ou bien que ce soit moi ou Mehdi qui va, lorsqu'on va envoyer un signal éventuellement, on pourra le signaler que c'est prenable sur ETF. D'accord? Et c'est là où c'est intéressant. C'est vraiment là où c'est intéressant. Parce que les $150 que vous avez là aujourd'hui, là, à la fin du mois, si vous le managez bien, que vous suivez tous les signaux, je vous assure que vous le doublez. Ce n'est pas des paroles en l'air, mais je vous le prouve en posant quelques statistiques et j'aimerais que vous tous, vous fassiez cette expérience parce qu'on a des signaux qu'on va vous envoyer. Et pour ceux qui ont des algos, ils n'ont même pas besoin des signaux, vous avez le timing. J'espère qu'on aura le temps de le voir. Donc, lorsque vous avez ici, supposons qu'on prenne un signal, le RSR, le RSR, vous allez cliquer là où c'est écrit Market. OK? Market juste en dessous. J'espère que tout le monde voit. Je n'ai pas mon sticker avec moi, malheureusement. Lorsque vous allez cliquer sur Market, vous voyez que là, vous êtes tout de suite sur Spot. Vous avez Spot, ETF futur. Bien, ce que vous allez faire, vous ne touchez à rien. Vous tapez juste RSR sur la barre de recherche en haut, RSR, et à ce moment, ils vont vous présenter tous les produits qu'il y a sur RSR. On voit bien qu'on a RSR sur perpétuel, on a RSR sur ETF avec les L et les 3, et on a RSR sur spot. Bon, c'est normal, parce que qui dit spot dit futur perpétuel, qui dit perpétuel dit ETF. Et à ce moment, bah, vous choisissez, par exemple, je donne juste un exemple, je vais faire les cas. On se dit, je dis, on va acheter le RSR. Si je dis, on va acheter le RSR, ceux qui vont utiliser perpétuel, ils savent comment l'utiliser. Ce n'est pas vraiment le but de cette vidéo aujourd'hui. Mais ceux qui ne savent pas comment utiliser perpétuel, ils vont essayer de gagner plus. Et en gagnant plus, vous n'allez pas choisir RSR Spot, mais vous allez choisir RSR 3L. D'accord? Martial va expliquer cela par la suite. Donc, lorsque vous allez revenir ici sur RSL 3L tout de suite, je vous donne le prix d'entrée, les fourchettes de prix d'entrée, je vous donne des SL et je vous donne des TP. Donc, vous venez cliquer sur Buy. Voilà comment les choses vont se présenter. Donc, la plupart du temps, lorsque on va donner un signal, je vais le représenter tout à l'heure, lorsqu'on va donner un signal, ou bien lorsque vous voulez entrer, vous avez deux possibilités. Soit sur Market, c'est-à-dire au prix actuel où vous voyez le RSR là, c'est-à-dire 0.02976, là, ça veut dire que vous voulez initier le mouvement tout de suite. Mais si vous dites, non, tiens, je vais attendre un petit retracement, ou bien le signal qu'on va envoyer, vous dites, ah ouais, le signal est bon, mais je vais attendre un petit retracement. À ce moment, vous n'allez pas sur Market, vous allez vous mettre sur Limite. Il y a un truc, honnêtement, qui manque sur MEX, c'est l'ordre OCO. Hein, c'est dommage, ils n'ont pas encore cet ordre, et je ne comprends pas pourquoi.
D'accord? Bon, c'est qui m'envoie essayer de voir comment on pourra éventuellement contourner cela. D'accord? Donc, on suppose que vous voulez rentrer au marché tout de suite. On envoie un signal à 0,2952. Prenez note, s'il vous plaît, on va essayer de faire maintenant l'exercice avec vous. Maintenant, c'est à ce moment-là que vous devez vous concentrer. On décide de rentrer à 0,02952. Ça, c'est notre point d'achat. OK? Bon, entre-temps, je vais prendre le graphique très rapidement pour voir ce qu'on peut faire. OK, 0,2952. On met un SL supposant à 0,29. Hein? On va l'arrondir. Et on met un TP sur cette moyenne mobile qui nous emmène vraiment disons, 0,030. J'espère que tout le monde suit. Hein? Prix d'entrée maintenant, 0,02952. Ça, c'est le prix d'entrée. SL, 0,029. TP1, 0,030. Est-ce que tout le monde arrive à voir cela dans son esprit? Ouais. Bien, super. Maintenant, ce que vous faites, c'est quoi? Vous cliquez sur Buy. OK? Vous mettez sur Market. Vous faites votre monnaie management qui rentre en jeu. Là, moi, vous voyez bien que j'ai 149 $. Je sais que sur les 149 $ là, tout de suite, je me dis, OK, sur 149 $, bien, tiens, je vais engager 25%. Il faudrait déjà que vous calculez entre le prix d'entrée. Ça, c'est chacun de vous de le faire parce que le capital, c'est vous tous qui gérez vos capitales. Il faudrait que vous le fassiez. Donc, entre le prix d'entrée qui sera maintenant et le SL, à quoi cela correspond proportionnellement à mon capital? D'accord? Proportionnellement à mon capital. Et si je vais sur TP, parce que comprenez que le monnaie management, c'est ce que les signaux qu'on va vous envoyer, on va montrer les statistiques, surtout quand c'est spot, c'est compliqué, parce que vu qu'on n'a pas un effet de levier multiplicateur pour nous générer des profits, on est obligé de prendre souvent des TP minimum de 1%, minimum de 1, d'un ratio de 1. J'espère que tout le monde comprend cette notion de ratio. Ça veut dire que vous voulez perdre 1, mais encore en contrepartie, vous allez gagner 1. Okay? Par exemple, sur Spot, on va faire en sorte que le SL soit en longueur, en règle générale, entre 10 et 20% brut. Brut, ça veut dire sans effet de levier. Maintenant, si je donne un stop loss sur du RSR avec un stop loss à moins 10%, si moi, je prends, et là, nous sommes sur l'achat, là, je vais essayer d'aller très doucement pour articuler parce que c'est vraiment important. Et vous voyez un signal où je dis d'acheter le RSR. Et je vous dis que c'est prenable sur ETF. OK? Donc, ça veut dire que vous allez prendre un 3L. Mais le stop loss, par exemple, de ce RSRL, il est sur 15%. OK? Donc, vous devez comprendre à ce moment que si vous investissez sur le 3L, vous ne serez pas un stop loss de 15%, mais vous serez un stop loss de 3 fois 15%. Vous comprenez ce que je veux dire? 3 fois 15%, ce sera là votre stop loss. Donc, ce sont des notions que vous devez arriver à comprendre. Donc, par contre, donc, si on paye 15 fois 3 fois 15%, on est sur une perte de 45%. Mais en contrepartie, statistiquement, les signaux qu'on va envoyer entre le TP1 et le TP2, ils sont en moyenne de 20%. Vraiment en moyenne, je vais vous le présenter les statistiques, en moins de 20%. Donc, ça veut dire qu'en contrepartie, vous perdez 45%, d'accord? Mais en contrepartie, derrière, vous gagnez 60%. OK? Minimum, vraiment le minimum. D'accord? J'espère que ça, c'est clair pour un début. Et je vais laisser Martial développer le reste par la suite et on pourra échanger. OK? Donc, vous prenez cela en ligne de en tête. Il faudrait que vous fassiez vos calculs par rapport à votre portefeuille. Donc, ça veut dire qu'il ne va pas falloir que vous investissez 100 $ si vous avez 149 $. Ce que vous devez faire, vous dites, oh, tiens, je sais qu'une moyenne, juste pour rappeler les signaux qu'on va envoyer dans ce genre de termes, on sera entre 25 et 60 signaux par mois, pas par jour, par mois. Vraiment par mois. Maintenant, sans compter ce que vous allez personnellement prendre. OK? Sans compter ce que vous allez personnellement prendre. Donc, si on calcule et qu'on est sur du 20-25 signaux par mois, combien il va falloir prendre sur les 150 $
pour que je sois sur tous ces signaux. Et sachez bien que les signaux ne vont jamais venir tous les jours. On peut avoir 2 signaux aujourd'hui, et puis pendant 2 ou 3 jours, on n'a rien. Après, le temps que l'autre signal se perde en boucle, on revient encore sur un autre signal. Mais comprenez qu'on peut avoir les 100 signaux en une journée, c'est impossible. Donc, si vous avez 150 $ et que vous savez qu'on peut envoyer 20 à 30 à 40 signaux, ben, manager, c'est 150 $. OK? Dites qu'au tiens, je vais aller prendre 20, je vais initier d'aller prendre 20 $ derrière. Et si je prends 20 $ derrière, ben, je sais que sur les 20 $, si on arrive sur TP1, TP2 et que je génère 60%, ben, je vais générer 60% des 20 $. En combien de temps? En 3, 4, 5, 6, 7 jours. Et combien de fois répéter dans le mois? C'est ce qui va faire en sorte que votre capital puisse grossir. OK? Ne vous inquiétez pas, on aura le temps de développer tout cela mercredi prochain. C'est petit à petit. C'est vraiment une base qu'on essaie de mettre en place. OK? Donc, pour cela, c'est très simple. On va prendre cet exemple. Donc, ici, on va mettre 10 $. OK? Donc, ça veut dire que je vais rentrer avec 10 $ de mes 149 $. OK? Donc, on a dit que notre stop loss est à 0,2952. Maintenant, là, il faudrait faire quelque chose. Le stop loss était à 0,029. Ah oui, oui, parce que le prix a augmenté à 63. Ouais. Ah, Vous voyez, comme par hasard, on était à 52, le prix a augmenté. Vous voyez comment, c'est ça l'analyse technique. Donc, pendant qu'on parlait, le prix a déjà augmenté. C'est l'habitude. OK? Bon, ouais, c'est l'habitude, parce que le prix, effectivement. Donc, le stop loss est à 0,29. Maintenant, regardez ce qui se passe ici. Martial, est-ce qu'il y a des gens qui utilisent Futur? Je suppose que oui. Il y a des gens qui utilisent Futur qui sont avec nous ou pas du tout, qui peuvent me dire déjà ce qu'ils constatent, qu'il n'y a pas sur la partie perpétuelle. Gaëtan? Salut Gaëtan. OK, je suppose que Gaëtan… bon, je crois qu'il n'est pas occupé. OK, Gaëtan doit être occupé. Oui, leader Maridi. Ah, pas de micro. Comment? J'entends pas, Freddy, tu dis? Bon, OK. Freddy, je crois qu'il y a un problème. Bon, OK. Ce que vous remarquez tout de suite, lorsque vous allez sur Spot, vous n'avez pas la partie qui vous dit de mettre Stop Loss et TP. Contrairement sur Futur, vous avez cette capacité avant d'initier le mouvement, vous avez une petite case qui vous donne le droit de mettre des Stop Loss et des TP au même moment que vous allez initier un mouvement. Vous voyez que ça, c'est important à comprendre. Là, il n'y a pas. Pourquoi? Parce que vous devez d'abord acheter. D'accord? Il faudrait que vous achetez cet actif et à ce moment, il y a une autre procédure pour mettre les stop loss et les TP. Exactement, voilà. Donc, ça, c'est important. Regardez, par exemple, je vais switcher tout de suite sur Futur. Regardez à droite ici sur Futur. Vous voyez que sur Futur, ici, Market, juste en dessous, c'est écrit TP/SL. Vous voyez, il y a une partie où je peux mettre Take Profit et une partie où je peux mettre Stop Loss. Ce qui n'existe pas, je dis bien, ce qui n'existe pas. Je vais revenir derrière. OK, je vais revenir derrière. Ce qui n'existe pas. OK, on était sur le RSR. Donc, j'espère que vous avez tous vu. Ce qui n'existe pas, cette partie TP/SL, il n'y a pas sur Spot. Voilà déjà la première différence. Il faut déjà avoir ce produit avant de mettre des TP ou des stop loss. Donc là, on prend 10 $. OK? Donc, une fois que vous prenez ces 10 $, logiquement, ils vont venir apparaître sur Open Order. Donc, on va le faire ensemble. Et je clique sur Buy RSR et Submit Successfully. Et là, je vais attendre quelques minutes. Je repars. Voilà, ici sur mon portefeuille Spot, j'ai mes 307 RL qui correspond à un prix de 9,10. 9,10, pourquoi? Parce qu'ils ont pris leur commission à l'achat. OK? Maintenant, c'est là maintenant que je peux mettre mes TP et mes stop loss. Pas avant. Pas avant. OK? C'est clair pour tout le monde à ce niveau? Il y a des questions à ce niveau ici. Là. Questions claires? On peut avancer, on peut accélérer? 1, 2, 3. Let's go. Parfait. Maintenant, on revient sur le RSL. Vous allez voir qu'on va cliquer sur ce produit. Et lorsque vous allez cliquer sur ce produit, regardez là où c'est écrit Pound, en parenthèse, Pound 1. Ça veut dire que c'est là où vous avez des fonds. Et lorsque vous allez cliquer dessus,
vous allez voir votre prix d'achat. Là, vous voyez bien que mon prix d'achat est à 29,69 et actuellement, je ne gagne rien, je ne perds rien. Voilà pourquoi j'ai plus 0 et plus 0. Ça, c'est intéressant. Pourquoi? Pour ceux qui font du DCA, pour avoir ce qu'on appelle des prix de revient par rapport au prix actuel du marché. Ça, c'est important. Donc, voilà, ça, c'est vraiment important à suivre à ce niveau. Donc, pour l'instant, j'ai rien. Je vois bien que je suis rentré. Vous voyez que juste à gauche, c'est écrit AVG.type price. Ça veut dire average prix, c'est-à-dire le prix de revient. Le prix de revient par rapport au prix du marché. OK? Donc, à chaque fois que vous allez acheter, ils vont, ce prix ici va éventuellement infecter ou influencer éventuellement votre PNL. Et là, quand on voit PNL, c'est ce que vous êtes en train de gagner. Mais là, si je décide de couper, vous comprenez bien que ce que je vais perdre, c'est uniquement ma commission. Vu que j'ai investi 10 $, si je coupe tout de suite, je n'aurai pas 10 $, mais je vais 9,11 $. C'est normal parce que je coupe, même si je gagne, je ne perds rien, mais au moins la plateforme a déjà pris ses frais. Donc, vous voyez que les plateformes sont tranquilles. Qu'on gagne, qu'on perd, eux, ils sont déjà gagnants. OK? Donc, une fois que c'est établi, vous voyez que là, actuellement, on voit bien que sur la partie buy, la valeur en USDT juste en bas à droite, c'est ce que vous avez en USDT. OK, j'étais à 149. Vu que j'ai déduit 9 $, il me reste plus que 140. Maintenant, pour retrouver ce que j'ai en RSRL, il faudrait que je me mette sur Sale. Et là, vous voyez la quantité, j'ai 307 RSL. J'en ai 307. OK? Mais sauf que maintenant, ce que j'ai envie de faire, quoi? J'ai envie de mettre mes stop loss et j'ai envie de mettre mes TP. Concentrez-vous parce que là, maintenant, ça va se corser légèrement. Et pour cela, je n'ai que 3 options. J'ai l'option limite, j'ai l'option market et j'ai l'option stop limit. L'option qui me manque, c'était l'option OCO que MEX n'a pas. Je ne sais pas s'ils vont éventuellement le mettre en place, j'espère bien, mais je n'ai pas cette option. Donc, vous comprenez bien que ça ne peut pas être l'option market, parce que ça veut dire que si je clique sur market, il coupe tout de suite. Donc, ça va être que entre limite et stop limit. C'est clair pour l'instant jusqu'à maintenant? Bien, super. J'ai eu pas mal de débats. OK, super. J'ai eu pas mal de débats entre les gens, entre les limites et les stop limites. Mais comme j'aime toujours discuter, il y a des gens qui parlent sans expérience, ils sont là juste pour dire des choses, mais n'ont jamais expérimenté. Il y a des gens qui disent qu'on peut mettre un stop loss en totalité sur limite. Et oui, mais pas sur spot. On peut le faire sur couture, comme je vous ai expliqué, mais pas sur spot. Et ensemble, j'espère que ceux qui étaient en train de dire le contraire, ils vont le voir à travers cette vidéo. Ensemble, on va essayer de l'expérimenter. Donc, premièrement, on se met sur limite. D'accord? Vous comprenez bien que limite, ça veut dire qu'on veut mettre un prix un peu plus haut. On se rappelle très bien, supposons on va faire un truc. On va mettre notre stop loss à 0,2900. OK? Mais est-ce que tout le monde sait que sur spot, on a notre RSRL? J'espère que c'est clair. On a vu tout à l'heure notre portefeuille spot, on avait bien notre quantité de RSR. OK? Mais qu'est-ce qui va se passer si on se met en limite et que on tape notre TP qui est à 0,029, on le fait tout de suite, 0,029, donc c'est ça, ça veut dire qu'on perd, vous voyez bien ce qui vient, on perd 2%, hein, c'est écrit, hein. Pour aller juste en haut, 0,029 correspond à 2,44%. Bien. Qu'est-ce qui va se passer en ce moment si je clique sur cette petite jauge et je mets 100% de mes voilà. Je mets 100% de mes RSR. J'aurais dû choisir notre crypto-monnaie, ça aurait été plus simple. ça m'aurait évité de bachouiller. Donc, si je mets tout de suite, vous voyez que là, tout de suite, là, à ce prix, il me dit que je vais perdre 8 $. Mais regardez ce qui va se passer quand je vais cliquer sur Sell. Je vais le tester avec vous. Voilà pourquoi ce compte est là et fait pour ça. Je clique sur Sell et je vends la totalité. Regardez, Submit Successful. Et quand on vient, regardez ce qui se passe sur Spot. Qu'est-ce qui s'est passé sur Spot? Qu'est-ce qui s'est passé sur Spot lorsque j'ai fait ce mouvement? En limite, bien sûr. Tu as du bois d'Inde? Je crois que Esther, on t'entend. Tu peux fermer ton micro, s'il te plaît, Esther? Désolé. Merci. Bien, exactement. Ça a coupé toute ma position. Pourtant, il était en limite.
Je n'ai pas voulu couper à ce prix, j'ai voulu couper plus bas, mais il a coupé toute ma position. Et il m'a restitué mon argent avec une perte. Vous voyez? Maintenant, on va faire la même chose avec stop limite. Donc, je reprends mon R. Vous voyez que mes capitaux sont revenus à l'origine, à mes 149. J'ai perdu des frais. Ce n'est pas grave, c'est fait pour ça. Je clique sur Market. On revient prendre le RSR3L. Je clique Buy. On se rappelle très bien qu'on avait mis 10. Je reprends le même exemple ici. $10, d'accord? Et je mets sur Market parce que je veux le prendre tout de suite. Donc, $10 et je Buy. OK? Donc là, vous voyez bien qu'en baillant, excusez-moi, en achetant, je me retrouve à 140. Je vais sur Wallet et ils sont là mes RSR. Et sauf que là, j'en ai encore moins. C'est normal parce que le prix a augmenté. J'espère que vous comprenez. Tout à l'heure, j'en avais 307, mais là, j'ai 305. C'est normal parce que le prix a augmenté. OK? On va refaire la même chose maintenant. On clique dessus et on va les sell. Au lieu de sell sur limite, on va sell la totalité sur stop limite. Et suivez encore, s'il vous plaît. Donc, là, je clique sur sell. Je clique stop limite. Vous voyez ce qui se passe sur stop limite? C'est encore un petit peu plus complexe. Tout à l'heure, sur limite, on n'avait qu'une zone de prix. Mais sur stop limite, on a 2 cases à remplir. D'accord? Donc, suivez et par la suite, regardez cette vidéo 1000 fois pour que vous compreniez. On a 2 cases à suivre. La première case, là où c'est écrit Tiger Price, ça veut dire que c'est la case où on va essayer de donner, comment dirais-je, une information. On se rappelle très bien que notre stop loss était à 0,29, mais c'est de se dire, notre stop loss de 0,029, on va le mettre où? On va le mettre sur Trigger Price ou bien sur Price USDT. C'est là que maintenant vous devez arriver à comprendre. La partie de Trigger Price USDT, c'est-à-dire que vous donnez une commande à la plateforme pour qu'il exécute votre commande au sein du carnet d'ordre qui va se retrouver à gauche. Vu que nous, notre stop loss est à 0,029, ici, on va donner un ordre pour que notre stop loss, c'est-à-dire pour que notre ordre soit inscrit dans le carnet d'ordre à 0,0, disons 0,030, je sais pas moi, 30, on est à 0,0, non, on peut mettre 0,029, voilà, 29,10, OK? Donc, lorsque le prix va arriver à 0,02910, que notre stop loss qu'on a mis à 0,029 soit exécuté de la totalité du capital. J'espère que vous suivez. Okay? Je vais revenir dessus, je vais mettre sell et on va voir comment ça va se comporter. Et je reviendrai dessus si vous avez des questions. Et à ce moment, je clique sur sell, confirme, j'ai été exécuté et regardez ce qui va se passer. Je reviens, je rafraîchis. Dites-moi si l'ordre a été effacé, oui ou non. Vous voyez que l'ordre est bel et bien là. D'accord? Et si on clique dessus, notre ordre est venu se placer sur ordre open ici. D'accord? Où on voit que lorsque le prix va arriver à 0,02910, notre stop loss à 0,029 doit être déclenché. Contrairement à ce qu'on a fait tout à l'heure sur limite, où il nous a coupé tout de suite au marché, pourtant on était en limite. D'accord? Est-ce que c'est clair pour tout le monde cette partie? C'est vraiment la partie la plus importante. C'est exactement la même chose qu'on va faire au niveau du TP. Mais déjà, est-ce que là, c'est déjà clair pour tout le monde à ce niveau? Je crois que là, c'est… Ouais, en fait, je pense que c'est assez clair. Et je voudrais justement peut-être venir par rapport à ce que tu venais de dire sur l'option trigger price. En fait, c'est tout simplement, peut-être ceux qui ne comprennent pas en anglais, c'est que c'est inciter ou initialiser. C'est-à-dire que c'est l'action de créer, je pense même en français le dire aussi, trigger, c'est-à-dire, je dirais le mot en français, là, inciter, c'est-à-dire initialiser. Donc, quand le prix arrive à ce niveau, ça initialise le prix ou alors ça le provoque. C'est ça, ça le provoque. Ça le provoque. Voilà. Ça provoque, ça déclenche, ça va le prendre pour le mettre dans le carnet d'ordre. Exactement. Ça l'initie en quelque sorte. Ça l'initie. Tu vois, tu le programmes, mais sous limite, ça veut dire exactement la même chose aussi, mais initier. Mais sauf que sous limite, il va te l'initier au marché. Ouais. Bien que ta limite soit supérieure ou inférieure au marché. Mais ici,
tu lui donnes deux fourchettes. Donc, il ne va pas l'initier au marché. Il va prendre entre ces deux fourchettes de prix parce que lui, c'est un robot, il ne comprend rien, donc il n'y a pas market. Entre ces deux fourchettes, il va t'exécuter. Moi, ma question par rapport à ce trigger, est-ce qu'il y a un intervalle que qui est peut-être comme une, je sais pas ce que, c'est-à-dire que l'intervalle entre ton prix d'initiation là et le prix auquel tu veux qu'il exécute. Est-ce Je qu'il y a comprends les seuils de déclenchement. Oui. Quel Je est comprends. Non, ça c'est à chaque. non. Non. Ça c'est à chacun, par exemple, de pouvoir exécuter le prix. Regarde, je donne un exemple. Tu achètes ton Bitcoin à 30 500. D'accord? Il est au marché, il est à 30 500. Et tu dis, tu as envie de faire un TP. Par exemple, toi, ton TP, logiquement, que tu as envie de faire, c'est de couper le Bitcoin à 31 000. Ça, c'est ton TP. Ça, c'est ton TP que tu as envie de faire. OK? C'est cette zone de fourchette que tu as envie de faire, de prendre ton TP. Mais le Bitcoin étant à 30 500, tu vas sur Trigger et tu dis à l'ordinateur qu'il te ouvre une position entre 30 600 et 31 000. Tu vois que là, tu lui donnes une fourchette de prix très large. Donc, ça veut dire que lui, il peut choisir de t'exécuter à 30 601. Chose que toi, ça ne t'arrange pas. Vu que toi, ton TP est à 31 000. Donc, dans ce cas, ce que tu dois faire, c'est quoi? Il faudrait que tu mettes un track, c'est-à-dire il faudrait qu'ici, au niveau de trigger price et de price, vu que ton TP est à 31 000, que tu dises qu'il t'exécute entre 30 900 et 31 000. Au moins, tu as une différence de 100. Et non entre 30 600 et 31 000 où tu as une différence de 400. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je voulais savoir s'il y a Non, il n'y a pas, mais il faudrait comprendre déjà. Il faut comprendre l'outil. Une fois que vous comprenez l'outil, ce que je viens d'expliquer, ça make sense. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je ne sais pas quel sera vos TP, je ne sais pas quels seront vos SL. Mais lorsque vous comprenez l'outil, vous savez comment l'utiliser. Moi, je suis là juste, on est là juste pour donner la compréhension de l'outil. Donc, d'où l'importance de poser effectivement des questions, comme Martial est en train de le faire. Oui, parce que je me dis que justement, il y a des gens qui vont comprendre forcément l'outil, ils savent que ouais, je peux mettre un trigger price à tel niveau, j'ai mon TP à tel niveau, mais il ne se rend pas compte que l'intervalle entre l'initiation du prix et le prix qu'il souhaite, sur lequel il souhaite arrêter, l'intervalle est tellement grand qu'il peut être exécuté avant même d'atteindre son TP, quoi. Donc, Exact. C'est pour ça, vous voyez que il y a des choses qui peuvent m'échapper parce que moi, j'essaie de passer parce que je ne vais pas comprendre très vite, mais c'est quand on échange. Parce que moi, quand j'explique une fourchette de prix, ben, vous comprenez bien que c'est une fourchette de prix que vous donnez un ordre. Maintenant, si vous choisissez une fourchette de prix très large qui s'éloigne de votre TP et vous êtes exécuté, vous me dites, oh là là, je n'ai pas gagné beaucoup et le prix a explosé, mais qu'est-ce que tu as fait là-bas à ce niveau? Donc, ça veut dire que tu n'as pas bien compris l'outil. Mais une fois de plus, c'est en faisant des erreurs qu'on comprend. Moi, c'est comme ça que je les ai compris. Personne n'a eu le temps de me l'expliquer. Ce que je vous explique, personne ne me l'explique comme je sens. Vous avez aujourd'hui une chance parce que je suis passé par là. OK? Donc, moi, quand j'utilise, je limite le plus proche de mon TP. OK? Et on va le voir par la suite par quelques exemples graphiques. Est-ce que c'est clair pour tout le monde cette partie sur les positions, sur les triggers? C'est bon? On peut accélérer? OK, super. Maintenant, je vais juste poser une question. Dites-moi combien de RSR 3L il me reste. Je pose Martial, quelqu'un d'autre à part Martial. Combien de cette crypto-monnaie il me reste tout de suite dans mon portefeuille? Pas dans mon portefeuille, là, tout de suite, là, dans la position. Après avoir bloqué la totalité, combien il me reste? J'ai du mal à lire parce que je n'ai pas mon… non. Alors, il pose la question de savoir si on va faire le SL et le TP en même temps. Mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Est-ce qu'on a cette option de le faire en même temps? Je l'ai expliqué tout à l'heure et je vous ai donné l'exemple des perpétuels. On n'a pas cette option de faire les TP et les SL en même temps. On ne l'a pas. OK? Donc là, ce que j'ai fait, on a fait un SL. Et on a pris la totalité, la totalité de cette crypto-monnaie qu'on avait. Et là, quand vous regardez, est-ce qu'il me reste quelque chose là actuellement? Fabrice? Exactement. Non.
est-ce qu'avec ce qui me reste, je peux mettre un TP? Exactement, non, plus rien. Maintenant, je pose la question. Est-ce que je peux mettre un TP? Fabrice, il dit, Marcia, tu peux l'aider, il dit, je ne sais pas. Alors, Il job, dit, job to first, attends, excuse-moi. Comment? Fabrice dit, ok, exact, oui. Non, j'ai posé la question. On a fait, là, tout à l'heure, tout le monde voit qu'effectivement, on n'a plus de RSRL, mais on a mis notre stop loss. Et je lui pose la question de savoir, est-ce qu'avec cette quantité, on peut mettre un TP? Il dit qu'il ne sait pas. Oui. Maintenant, Marcel, je te pose la question. Est-ce qu'on peut mettre un TP? Ah non, on ne peut pas mettre un TP. Exactement. On ne peut pas mettre un TP puisqu'on n'a plus de quantité. C'est ce qui est un petit peu là, c'est juste la petite partie qui est un petit peu complexe, je pense que beaucoup de gens ne comprennent pas. Mais après, une fois que vous comprenez, c'est très facile. On ne... Ah, super, d'accord, j'ai compris. Voilà. Donc, on ne peut plus. Donc, pour cela, je vais annuler cet ordre. Vous voyez que là, je n'ai plus rien. Donc, je vais annuler mon ordre de TP. OK, je le cancelle. Donc, je le cancelle tout de suite. Et je retrouve mes RSL 305. Donc, là, maintenant, on va mettre nos TP. Et c'est là que, dans le stop loss, vous devez déjà se dire, OK, si vous avez là, on a dit qu'on va injecter $10. OK, dans les $10, combien êtes-vous prêt à perdre? Donc, je décide de perdre, par exemple, $3. Donc, en perdant $3, ce que vous devez faire, c'est quoi? C'est mettre un stop loss pour sécuriser $7. Est-ce que là, c'est clair pour l'instant? Vous devez sécuriser $7. OK? Parce que si on met la totalité tout de suite en stop loss au prix, hein, on va essayer de faire ça. On va essayer de mettre notre stop loss. OK, on va reprendre. Trigger dans 0.02910. Ici, 0.029 pile. Ah non, qu'est-ce que je fais? 0.029. Et ici, à ce moment, je dois faire en sorte que je vais sécuriser. On va dire qu'on met $7. Donc, je viens ici, je mets $7. OK? Donc, on voit que $7 que je vais couper, ça veut dire que quand je vais perdre 7, quand je vais arriver à $7, il coupe. Donc, ça veut dire que dans mon portefeuille, il va vendre 241,37 RSR. OK? Et je clique là-dessus. Et là, automatiquement, il sécurise une partie. Et il me reste 64 RSR dans lesquels je peux maintenant décider de prendre les TP. OK? Donc là, maintenant, on dit que notre TP est à, on avait dit combien? 0.03. OK? On fait la même chose. Trigger, notre TP est à 0.03. Donc, notre trigger, on va essayer de faire en sorte qu'on soit à 0.0, disons 29, tiens, 29,85. Et ici, 0.03. Comment? Avant d'y aller, si tu cliques sur stop limite là, qu'est-ce qu'il y a dans le truc? Parce que je vois qu'il y a une flèche là. Qu'est-ce qu'il y a en plus de stop limite? Mais je l'ai montré tout à l'heure. J'ai montré qu'on a que 3, limite, market et stop. Ok. Je l'ai montré. Non, on a que 3. juste une curiosité. Ouais. Ah, donc ça veut dire que tu n'as pas suivi. Tu n'as pas suivi. Non, j'ai suivi. C'était une curiosité, ça. Ah, ok, super. Donc, qu'est-ce que je disais? Voilà, ok. Donc, trigger 0.02945 et 0.030. Et là, maintenant, je peux dire, ok, à ce niveau, ils prennent 50% de ça, de 64. Donc, vous voyez qu'en prenant 50% de 64, il va prendre 32. Je sécurise, il va encore me rester 32. Et là, vous voyez que là, ils vous disent que le montant ne peut pas être inférieur à $1. Parce que pour la machine, ce montant qui va rester là, lorsque vous allez atteindre ce TP, ça va coûter que $1. Ils ont leurs règles. Donc, vous comprenez un petit peu la logique. Parce qu'on a sécurisé à peu près 70% de 10%. Mais c'est exactement la même chose que vous devez faire. Donc là, on peut pas aller au-delà, malheureusement, à moins qu'on décide à ce moment, au lieu de mettre 50%, on va mettre 100%. On va voir ce que ça va donner. Et là, il exécute les 100% et on n'a plus rien. Donc, ça veut dire qu'en TP1, il va exécuter les gains. Mais ce qui est intéressant, lorsque le TP1 va toucher, vous pouvez venir débloquer maintenant comment dire, ce que vous avez mis en limite et faire en sorte que vous preniez encore une partie parce que ce que vous avez mis en limite sur les stop loss que vous avez verrouillés, lorsque le prix va augmenter, soit vous pouvez vendre et faire en sorte que vous mettez votre stop loss à 0 pour ne rien perdre. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je suis en train de chercher à expliquer. Ça va?
C'est clair pour tout le monde à ce niveau? Mhm. Donc là, on est parti sur un truc de 10. Hein, et moi, c'est pour ça que je prends toujours 25, 30 ou 50 dollars à ce niveau. Donc, sur mes 50 dollars, je dis, tiens, j'ai envie de perdre, disons, 20 dollars. Et je sécurise 30 dollars. Donc, je vais sécuriser le TP. Lorsqu'il va être touché, j'ai mes alertes. Automatiquement, je viens, j'annule mon stop loss. Donc, j'ai mes quantités avec mes bénéfices. Et en ce moment, soit je prends encore plus de bénéfices, ou je décide à ce moment de mettre mon stop loss au prix d'entrée, ou légèrement en haut, et je laisse le marché continuer à couler. Parce que je ne sais pas jusqu'où le marché peut aller. Mais au moins, sur ce trade, je ne risque plus rien après avoir sécurisé le gain. Voilà où je parlais de l'ordre OCO, que MEX n'a pas. Ça, c'est un ordre qui est très intéressant. L'ordre stipule quoi? Ça veut dire que vous pouvez mettre deux ordres en même temps. Lorsque un ordre est déclenché, cet ordre annule l'autre automatiquement sans que vous venez annuler ça manuellement. Mais MEX ne l'a pas. Il n'y a que Binance qui l'a. C'est ce qu'on appelle ordre OCO. Allez-y le voir. Et ça, c'est un bijou. Vous mettez les deux. Dès qu'un se déclenche, tac, automatiquement, l'autre est annulé. Au lieu que vous venez encore ouvrir et le réannuler manuellement. Bon, MEX ne l'a pas, je ne sais pas s'ils vont le faire. Pour l'instant, j'en sais rien. Oui, comme un BE, effectivement. Oui, comme un BE. Un BE, c'est ça, c'est mettre un ordre au prix de point d'entrée. Donc, ça veut dire que si le TP est touché, dans ce cas du MEX, votre TP il est touché, vous avez les alertes, votre TP est touché, vous avez pris les bénéfices, vous devez venir automatiquement ici, annuler l'ordre stop loss, hein, annuler l'ordre stop loss. Automatiquement, vous avez cet ordre et le montant que vous avez, si ce montant maintenant, vous le mettez au prix de revient, vous allez voir qu'au départ, vous étiez en train de sécuriser 7 dollars, mais si vous le remenez au prix de BE, du coup, ce n'est plus 7 dollars que vous sécurisez, ben, ça serait 9 dollars avec lesquels vous êtes rentré. Mais si vous le sécurisez encore un peu plus haut, ça serait peut-être 10 ou 11 dollars que vous allez sécuriser. Ça veut dire que si ça coupe, ça vous prendra 11 dollars. Pourquoi 11 dollars? Parce que ça vous prendra 9 dollars de votre engagement, plus l'écart qu'il y a entre le prix d'achat et le TP. Je ne sais pas si vous suivez ce que je veux dire. C'est bon pour tout le monde? Fabrice, c'est bon? Paco, c'est bon? Violette? Esther, Emma? Oui, Jo. Oui, bonsoir tout le monde. Salut. Oui, ben, enfin, je sais pas, les derniers calculs, c'est un peu, je sais pas si c'est rapide ou quoi, mais je revisualiserai la vidéo. Parce que moi, Super. j'ai l'habitude d'utiliser uniquement sans passer par le Take Profit. Donc, là, pour moi, c'est nouveau, quoi. C'est nouveau. Okay, Sur le MEX, hein, juste sur le MEX, quoi. Avec les ETF, c'est un peu spécial, effectivement. Je suis d'accord avec toi, mais c'est un bijou. C'est vraiment un bijou. Et je laisse maintenant Martial nous expliquer pourquoi. Et j'espère que cette partie, les gens l'ont compris. Et surtout, n'hésitez pas, mercredi, on va revenir dessus. Nous avons un Discord et nous avons un Telegram où vous pouvez poser des questions, où on envoie et on va prendre le temps de discuter. Maintenant, Martial, tu peux nous résumer très rapidement pourquoi les ETF et par rapport, pourquoi tu t'es mis à entreprendre éventuellement des recherches avant qu'on passe à l'autre étape très rapidement, Martial. Je te donne la parole.